بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سنقدم الآن شات جي بي تي كأحدى آليات الذكاء الاصطناعي التوليدي في 4 أجزاء. في هذا الآن الجزء الأول من طرف البروفيسور محمد خير الدين خلدي. Donc on va voir aujourd'hui un des outils à la mode, ChatGPT, comme un des outils de l'intelligence artificielle générative, en 4 parties, donc 4 vidéos, présentées par le professeur Mohamed Khalidin Khouladi. Ces 4 vidéos ont été faites pour un peu démystifier un petit peu les chatbots en général et ChatGPT en particulier. Alors, dans cette première partie, on va voir le sommaire suivant, voir un petit peu les prémices avant l'arrivée des chatbots en général, ChatGPT en particulier, les domaines de l'intelligence artificielle, les métiers de l'intelligence artificielle, l'utilisation des sciences de données, les types de données utilisées, les compétences en pensée critique, l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, la place de l'apprentissage en profondeur, deep learning dans l'intelligence artificielle. Nous allons voir bien sûr la démarche, les connaissances à avoir et l'apprentissage en profondeur. Bien sûr, quand on parle de quelques domaines de l'intelligence artificielle, on parle plutôt de quelques domaines des systèmes complexes en général, de l'intelligence artificielle en particulier. Il y a la parole et la reconnaissance de la parole, ce qu'on appelle Speaking and Speech Recognition, le traitement langage naturel, ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, la vision par ordinateur, Computer Vision, le traitement et la synthèse d'image, Image Processing and Synthesis, la robotique, la reconnaissance de forme, Pattern Recognition, l'apprentissage automatique, Machine Learning, les réseaux neuronaux, donc Neural Network, l'apprentissage en profondeur, Deep Learning, les systèmes complexes, Complex Systems, le raisonnement et décision, Reasoning and Decision, la réalité augmentée, Augmented Reality. On voit bien dans ce schéma, par exemple, de ces domaines-là, on essaie de mimer un petit peu les 5 sens de l'être humain, de l'homme, en plus, bien sûr, de la pensée et de la réflexion. On voit bien quelques métiers qui sont qui émergent de l'intelligence artificielle et qui sont très demandés à cause des développements des big data et des données complexes. Les scientifiques de données, data scientists, l'ingénierie de l'apprentissage automatique, machine learning engineering, et l'architecture de l'apprentissage automatique, machine learning architect. Et bien sûr, toujours les développeurs qui sont toujours demandés. Maintenant, on va voir quelques utilisations des sciences de données. L'ingénieur des données, qui procède à la collecte et stockage des données, en fait, ce qu'on appelle data engineer, data collection and storage. Son travail consiste d'abord à définir, développer, mettre en place et maintenir les outils et les infrastructures appropriés à l'analyse de la donnée par les équipes de sciences de données. Il veille à créer une solution permettant le traitement du volume important de données tout en garantissant la sécurité de celles-ci. Il représente le premier maillon de la chaîne de traitement des données. Alors, au jour le jour ou quotidiennement, il doit apporter une expertise en big data permettant la manipulation des données, concevoir les plateformes pour traiter des gros volumes de données, mettre en place des bases de données SQL, NoSQL, etc. et veiller à ce que les pipelines de données déployés soient sécurisés et clairs pour être analysés et transformés. Pour ce qui est maintenant de l'analyse de données, il effectue des hypothèses de test, procède au bilan et bien sûr procède aussi au nettoyage de données.
ce qu'on appelle en anglais data analyst, test hypothesis, balance sheet, and data cleaning. Son travail pour l'essentiel consiste à effectuer les analyses, créer des visualisations et rendre compte aux concernés. Alors au jour le jour, il doit effectuer des réunions et écrire des emails, nettoyer, étudier les données et communiquer entre les équipes. Alors, pour ce qui est des scientifiques de données, qui procèdent à des prédictions pour le modèle et le déploiement du modèle, data scientists predict for model and model deployment. Son travail consiste à créer des modèles, prédire des tendances futures et développer l'apprentissage automatique. Alors au jour le jour, il doit effectuer des réunions et écrire des emails, nettoyer et étudier des données, communiquer entre les équipes et créer et maintenir des modèles. Enfin, pour l'ingénieur de l'apprentissage automatique basé sur les données, Machine Learning Engineer Based of Data, son travail consiste à écrire des bons codes, concevoir et développer et déployer des systèmes d'apprentissage automatique réels qui facilitent et accélèrent les solutions d'intelligence artificielle à grande échelle. Au jour le jour, il doit procéder à la collecte et la préparation de données, le développement de modèles d'apprentissage automatique, l'évaluation et l'optimisation des modèles et le déploiement des modèles ainsi que la maintenance et le suivi. Donc, on voit bien que on a des données structurées, bien faites, et des données un peu plus complexes, non structurées et plus complexes. Donc, dans les données structurées, on voit bien les données qu'on peut mettre dans des lignes, des tableaux, des colonnes, etc., qu'on peut les mettre dans des bases de données relationnelles. Par contre, les données complexes, on ne peut pas les mettre ni dans les lignes, ni dans les tableaux, ni dans les bases de données relationnelles. On voit bien, de point de vue codification, on peut avoir des chiffres, des dates et des chaînes de caractères. Ici, on n'a pas ça, mais on a des images, audio, vidéo, fichiers de traitement de texte, email, feuilles de calcul. De point de vue entreprise, on constate à peu près que 25% de données sont structurées et 75% qui ne le sont pas. On voit bien aussi que ça nécessite pour les données structurées peu de stockage, d'espace de stockage. Par contre, pour les données complexes, nécessite beaucoup plus d'espace de stockage. De point de vue contrôle sécurité de données, tels que des outils comme le CASI, c'est plus facile à protéger et à gérer. Par contre, pour les données complexes, c'est impossible à gérer. En fait. C'est difficile, c'est gérable, mais c'est très difficile à gérer. Les compétences en pensée critique, ce qu'on appelle critical thinking skills, d'abord, dans un premier temps, l'observation, c'est la capacité de remarquer et de prévoir des opportunités, la capacité de détection des problèmes et d'entrevoir des solutions. De point de vue analyse, la collecte, la compréhension et l'interprétation des données et autres informations et connaissances. De point de vue inférence, savoir tirer des conclusions sur la base de données pertinentes et compter sur des informations, des connaissances et des expériences personnelles. Maintenant, la quatrième base, c'est la communication, c'est recevoir et partager des informations avec d'autres, soit de manière oralement ou non oralement ou par écrit. Et bien sûr, la dernière phase, c'est la solution du problème, le collecte d'analyse et de communication d'informations pour identifier et dépanner et sortir une solution, évidemment. Maintenant, on aborde l'apprentissage automatique, machine learning. L'apprentissage automatique consiste en fait à développer un modèle en se servant d'un algorithme d'optimisation pour minimiser les erreurs entre le modèle et les données à notre disposition d'une manière simple, pour simplifier. Donc, les modèles, on en compte beaucoup, comme par exemple les modèles linéaires,
les arbres de décision ou encore les supports vecteurs machines, ce qu'on appelle les SVM. Donc chacun venant soit avec son algorithme d'optimisation. Pour les modèles linéaires, nous avons la descente des gradients. Pour les arbres de décision, nous avons l'algorithme carte. Et pour les SVM, nous avons l'algorithme, la marge maximum. Maintenant, on va essayer de voir la place du deep learning dans l'IA. Effectivement, quand on y regarde, le système qui englobe tout, c'est les systèmes complexes. À l'intérieur du système complexe, nous avons l'intelligence artificielle. Donc, c'est un ensemble de systèmes d'imitation de la pensée des actions humaines ou de l'homme. Et à l'intérieur, nous avons machine learning, l'apprentissage automatique, systèmes qui apprennent sur la base des grands ensembles de données structurés. Et à l'intérieur, nous avons bien sûr l'apprentissage en profondeur, le deep learning, ces systèmes qui apprennent par des réseaux de neurones sans être guidés par l'homme. Alors, de point de vue démarche, en gros, on va dire que c'est un algorithme basé sur les réseaux neuronaux. Le temps d'apprentissage est de environ quelques mois, environ 3 à 4 mois. Il faut consulter les sites traitant du domaine pour entamer des choses sur l'apprentissage en profondeur, sur les deep learning. Il faut avoir suffisamment de connaissances sur la science des données, data science. Maintenant, on va aborder les connaissances à avoir ou à acquérir en préalable. Bien sûr, les mathématiques et les statistiques, c'est-à-dire l'algèbre linéaire, les calculs statistiques, les probabilités et les plausibilités. La phase de programmation, c'est le choix de l'environnement du modèle, Python ou bien le couple Linux Python for Data Analysis, et Machine Learning, Python for Data Science, SQL Server Database, SQL pour le serveur de base de données, et le Deep Learning, l'apprentissage en profondeur. Pour ce qui est de l'apprentissage, donc on développe les réseaux neuronaux artificiels, qui est un réseau en fait de fonctions connectées entre elles. Quand on voit sur le schéma un petit peu la reconnaissance d'un objet, ici par exemple, pour pouvoir l'identifier, l'expert ou l'homme tire des caractéristiques, donc il procède à l'extraction des caractéristiques, qu'il transmet au réseau neuronal, qui procède à la classification et pour nous donner des résultats, il s'agit d'un chat ou non. Par contre, pour le deep learning, si on lui donne une image d'un objet, immédiatement, on le transmet au réseau de neurones qui procède d'abord automatiquement à l'extraction des caractéristiques et à la classification pour nous donner le résultat, il s'agit d'un chat ou non. Voilà, maintenant nous avons terminé les prémices un peu de ChatGPT et nous allons dans la prochaine partie rentrer dans le vif du sujet. Merci pour votre attention. À la prochaine partie.